Donc moi, je m'appelle Sophie Nadeau. Je suis professeure à l'université Paris-Saclay, la grande université qui a colonisé les belles terres agricoles du plateau de Saclay. J'appartiens à un institut qui s'appelle Institut Diversité, Écologie, Évolution du Vivant. Et au sein de cet institut, je fais partie d'une unité de recherche qui s'appelle Écologie systématique et évolution. Voilà, c'est les poupées russes typiques de Paris-Saclay. Et donc, je suis enseignante-chercheuse en botanique. Donc, j'enseigne la botanique. Je m'occupe de formations en aménagement paysager aussi à l'université. Et je fais ma recherche en botanique. Je travaille sur l'évolution de la forme des fleurs et du pollen. Voilà, donc j'essaye de reconstituer des portraits de fleurs ancestrales. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des fleurs qui sont bien vivantes là, dehors, juste au pied des bâtiments, au pied de sur vos trottoirs. Comme celles qui sont sur cette photo ici que j'ai prise à Rome, où j'ai passé plus de temps à regarder les petites plantes qui poussaient dans les rues, et Dieu merci, il y en a plein. Il n'y a pas de pesticides, pas trop, que d'aller regarder les ruines du Colisée. Alors, j'ai été invitée à participer à une sorte d'atelier il y a 1 an, à Boulogne-Billancourt, qui était organisée, c'était une rencontre organisée entre des artistes intéressés par la nature et des botanistes, dont j'étais une représentante. On était une 15-20 on s'est fait des exposés, etc. Et cette rencontre avait la particularité de se tenir dans une très jolie villa à Boulogne-Billancourt, propriété d'un artiste, alors je ne sais plus le nom. Dans cette villa était accompagnée d'un très petit jardin urbain. Quand on entrait dans ce jardin, ça avait l'air de rien, vraiment une pelouse un peu miteuse, quelques arbustes un peu miteux. Et à un moment donné de cette rencontre, on a été lâchés dans le jardin. Et avec pour mission de donner notre vision de ce jardin. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis accroupie par terre et puis j'ai commencé à faire l'inventaire de ce que je pouvais trouver. Et j'ai trouvé la liste des plantes que vous voyez sur cette diapo. Donc, parfois des toutes petites pousses, comme j'ai essayé de le dessiner là sur le petit dessin. Donc, en fait, en prenant la peine j'avais même pas de loupe avec moi, mais en prenant la peine de scruter, de regarder, d'inventorier, eh bien, on trouve une foultitude d'espèces variées sur un espace très petit. Alors il y avait des plantes cultivées, mais aussi beaucoup de petites plantes venues là un peu s'installer de façon spontanée, des petites plantes spontanées. Voilà, juste pour vous dire que toutes ces petites plantes, elles font partie de cette biodiversité ordinaire que souvent on ne voit pas, qui est presque invisible à nos yeux et qui pourtant peut être très riche quand on prend le temps de s'y intéresser. Alors c'est quoi la biodiversité ? En général, l'acception la plus courante du mot biodiversité, celle à laquelle on pense en premier, c'est un nombre d'espèces. Mais c'est pas que ça. La biodiversité, c'est un terme qui est relativement récent. Il a émergé en 1992 au sommet de la Terre de Rio, lors de la Convention pour la diversité biologique. Et ce terme fait référence à la variabilité qui existe entre les organismes vivants et à la variété aussi des complexes écologiques auxquels ils appartiennent. Ce qui veut dire que ça inclut non seulement la diversité entre les espèces, mais aussi à l'intérieur des espèces et entre les écosystèmes. C'est ce qui est illustré sur cette diapo ici. Donc vous avez sur la gauche la diversité des écosystèmes, ce qu'on appelle les biomes, les grands biomes. Vous les connaissez, la taïga, la toundra, les forêts tropicales humides, les forêts la savane, les forêts tempérées. Voilà, tout ça, c'est des biomes avec une diversité de paysages et à l'intérieur de ces paysages aussi une diversité d'espèces. Ensuite, il y a la diversité juste du nombre d'espèces. On est une composante, nous, espèces humaines, de cette diversité. Votre chat est une autre composante et les plantes dans vos pots de fleurs sont aussi une autre composante. Et puis, il y a la diversité génétique qui est la diversité à l'intérieur
des espèces. Alors, il y a des espèces avec une forte diversité génétique. Ça serait le groupe qui est représenté par les petits lapins de couleurs différentes. Et puis, il y a d'autres espèces où il y a assez peu de variabilité génétique. Et dans ce cas-là, c'est représenté par les petits lapins à peu près tous de la même couleur. Voilà, cette biodiversité, elle est extraordinairement riche, mais je pense que vous le savez certainement, elle est en danger. Alors, il y a un certain nombre de menaces qui ont été répertoriées, elles sont nombreuses. Les principales, à l'échelle mondiale, c'est le changement climatique, la perte et la fragmentation des habitats, donc l'artificialisation des habitats de quelque manière que ce soit. Hein, ça peut être aussi en détruisant des pans entiers de forêts tropicales, comme en Amazonie, pour y installer des cultures, des monocultures. Et de ce fait, on réduit la diversité, à la fois la diversité qui est émergente, mais aussi la diversité dans le sol, qui est énorme. Il y a la pollution, les invasions biologiques, donc tout ce qui est espèces exotiques envahissantes, dont vous avez probablement entendu parler, et puis la surexploitation des habitats également. Alors on est ici pour parler d'herbes folles urbaines, et le milieu urbain est un milieu qui est particulièrement contraignant pour la diversité. Dans la figure qui est sur la diapositive, vous voyez un gradient du milieu rural vers le milieu urbain, en passant par le milieu, cette zone un peu grise qui est le milieu périurbain. Et donc le milieu urbain se caractérise par rapport au milieu environnant par une température en général plus élevée, plus de stress hydrique, une pollution plus élevée et aussi des habitats plus fragmentés. Alors la température plus élevée, en moyenne, elle est illustrée sur cette diapo ici, qui montre de part et d'autre de la ville des zones. En fait, la courbe rouge, c'est la courbe des températures, et on voit qu'il y a un écart de 1 à 4 degrés de plus sur les zones urbanisées par rapport aux milieux ruraux environnants. Donc c'est la sensation d'avoir plus chaud quand on entre dans un milieu urbain, c'est pas qu'une sensation, c'est la réalité, avec toutes les conséquences que ça implique pour la biodiversité. La fragmentation, elle est illustrée sur cette carte de Paris. Alors, je suis désolée, je suis parisienne, banlieusarde, donc mes exemples sont plutôt de la région parisienne. Et cette carte, c'est une carte des chemins de la nature qui représente toutes les espaces verts et les connexions entre les espaces verts à Paris. Et on voit qu'il y a quand même pas beaucoup de verts et que ces espaces verts sont reliés par des petits pointillés. Et donc, il y a tout un travail pour essayer de connecter les espaces verts entre eux. Mais vous voyez, on voit de façon flagrante la fragmentation des habitats. Donc, les habitats, c'est les endroits où la biodiversité peut vivre et aussi peut se reproduire. Voilà. Et donc, pour les plantes, c'est des endroits où le sol est apparent et nu. Alors la pollution, elle est illustrée sur cette diapo. Et vous voyez vraiment que le milieu urbain peut être un milieu très très hostile pour la biodiversité. Alors, donc je vous ai dit que j'étais enseignante et chercheuse. Je travaille sur l'évolution de la forme des fleurs, mais à un moment donné, je cherchais désespérément de l'argent. Et pour mes projets de recherche, et je voyais mes collègues qui travaillaient en écologie urbaine qui décrochaient des jackpots à chaque fois, et je me suis dit tiens, je vais essayer de monter un projet sur les communautés de plantes urbaines. Et puis donc on a constitué un petit groupe, on a écrit un projet, on a eu de l'argent avec la ville de Paris, et ce projet visait à étudier les communautés de plantes, l'effet de l'urbanisation sur les communautés de plantes et de pollinisateurs. Et donc une question qu'on s'est posée, c'est entre autres, c'est comment l'urbanisation peut affecter la reproduction des plantes. La reproduction des plantes, elle fait intervenir la pollinisation, qui est le phénomène de transport du pollen d'une plante à l'autre, le pollen étant le vecteur des gamètes, des spermatozoïdes, en gros. Et donc, c'est une étape cruciale dans la reproduction des plantes, qu'elle fasse intervenir le vent
ou des insectes. Et les insectes, alors il y a aussi d'autres animaux, hein. Il y a des chauves-souris, des oiseaux, mais pas chez nous. Chez nous, c'est essentiellement en France métropolitaine, c'est essentiellement le vent et les insectes. À 80-90% les insectes et 10% le vent. Donc on a besoin, les plantes ont besoin de vecteurs animaux pour faire transporter le pollen et participer à leur reproduction. Donc la pollinisation implique deux communautés, les plantes et les insectes floricoles qui vont se nourrir sur les plantes. C'est un service écologique. Les insectes rendent quelque part un service à la plante en se reproduisant. La plante rend service à l'insecte en lui donnant à manger. Et on savait en commençant ce projet qu'il y avait des modifications dans ces deux communautés, plantes et pollinisateurs. Il y avait déjà eu plein d'études qui avaient été faites en termes d'abondance, plutôt moindre en milieu urbain, et de composition différente entre le milieu urbain par rapport aux milieux ruraux avoisinants. Alors on s'est posé la question de quels pouvaient être les facteurs en jeu dans ces changements. Est-ce qu'il y avait une modification dans les caractères floraux moyens des communautés urbaines, rurales, et ça a fait l'objet de la thèse de James de Seger, qui s'est terminée en 2017. Alors on a monté une expérimentation en plein Paris et en dehors de Paris, en sélectionnant 4 plantes qui sont illustrées avec les petites photos. Alors vous les voyez peut-être pas très bien. Donc on a choisi des plantes communes à l'intérieur de Paris et qu'on pouvait retrouver aussi dans les milieux avoisinants. Donc pour ne pas les nommer, il y avait la benoîte des villes, la cymbalaire des murs, le géranium herba robert et la brunelle. Et donc, on a été chercher des graines de ces 4 espèces dans les milieux ruraux. On a sélectionné plusieurs, on a fait toute une campagne de collecte de graines autour de Paris et aussi à l'intérieur de Paris. Et puis ensuite, on a défini des sites dans Paris, à l'extérieur de Paris. Et puis, on a essayé de comparer comment ces plantes se développaient, comment elles étaient pollinisées dans Paris ou à l'extérieur de Paris. Donc je ne vais pas vous présenter les résultats en détail, mais c'était une expérience assez intéressante parce qu'on vraiment on était en plein Paris et il y avait notre doctorant et puis des stagiaires qui étaient à faire des observations dans des jardins de Paris. Donc ça suscitait la curiosité, ce qui fait qu'on avait mis des affiches pour expliquer notre démarche expérimentale. Alors, ce doctorant a également donc étudié les effets de l'urbanisation sur la reproduction et sur les affinités écologiques des plantes urbaines spontanées, en utilisant cette fois-ci non pas une expérience, mais des données issues de programmes de sciences participatives, dont vous avez peut-être entendu parler, le programme Sauvage de Maru, qui propose aux citoyens d'inventorier les plantes sauvages de leur rue, et le programme SPIPOL, le suivi photographique des insectes pollinisateurs, qui propose aussi aux citoyens de se poster devant une fleur ou une plante ou un groupe de plantes en fleurs et de photographier les insectes qui se posent dessus pendant 20 minutes. Et donc, les scientifiques collectent ces informations qui peuvent être ensuite utilisées pour en tirer des informations sur le comportement des plantes et des pollinisateurs. Alors, ce qu'a trouvé notre doctorant, James, c'est qu'en ville, il y a une surreprésentation d'espèces qui supportent mieux la chaleur, mieux la lumière, qui tolère un sol plus riche, alors plus riche notamment en azote, et qui tolère également une atmosphère plus sèche. On observe une proportion plus élevée d'espèces qui n'ont pas besoin d'insectes pour se reproduire. Alors ça veut dire que soit elles sont capables de s'autoféconder, donc les fleurs ont la particularité d'avoir les 2 sexes au sein d'une même fleur, sexe mâle, sexe femelle, donc elles peuvent très bien, ça a été sélectionné au cours de l'évolution, se reproduire elles-mêmes avec leur propre pollen. Ou bien alors pollinisées par le vent, donc pas besoin de vecteur animal, pas besoin d'une autre biodiversité pour se reproduire. Et ce qu'il a trouvé aussi, c'est que parmi les espèces qui sont pollinisées par des insectes, celles qui ont une corolle longue et étroite, comme on le voit sur la photo ici, alors on voit peut-être pas très bien, mais cette plante qui est le bugle rampant a une corolle qui se prolonge par un long tube, comme ça. Ce qui veut dire que pour un insecte, pour qu'il aille chercher à manger du nectar tout au fond,
il faut qu'il ait une longue trompe ou alors qu'il soit capable de se faufiler tout au fond pour aller chercher à manger. Donc, il y a une grosse contrainte. Et donc, en ville, ces espèces-là sont moins représentées. Parce qu'il y a moins de pollinisateurs qui sont capables d'aller chercher à manger tout au fond de ce tube. Et en revanche, on a plus de représentation d'espèces qui, ici, c'est une l'orge-queue de rat que vous avez peut-être vu en milieu urbain. C'est une petite plante un peu banale qui a des longues barbes. Et qui n'a pas besoin d'insectes pour se reproduire. Donc en ville, on a plutôt une affinité. Cette plante, ce bugle rampant, a une affinité pour les prairies, à sol neutre. Elle a une corolle en tube, donc on va la retrouver plutôt en milieu rural. J'en ai d'ailleurs jamais vu en ville. Alors que l'orge-queue de rat, qui aime bien la lumière, la chaleur, les sols secs, riches en azote, et qui est pollinisé par le vent, il y en a plein en ville. Voilà. Alors le milieu urbain, finalement, il est hostile ou hospitalier. Il est hostile parce qu'on a vu qu'il était fragmenté, il est fortement minéralisé, ce qui le rend par conséquent en général plus chaud, plus sec aussi, puisqu'il est imperméable. Beaucoup de zones sont imperméables en ville, ce qui fait que l'eau ruisselle, elle ne stagne pas, et donc elle n'est pas disponible pour les plantes. C'est un milieu qui est perturbé aussi. Alors, dans les espaces qui sont où le sol est nu et où les plantes peuvent s'installer, y a des perturbations dues à l'entretien, l'arrachage. Quand c'est des parcs, il y a une gestion. Donc c'est un milieu qui est considéré comme perturbé, qui est pollué, on l'a vu tout à l'heure aussi, et qui est piétiné aussi. Même quand il y a des espaces où les plantes peuvent s'installer, ces espaces peuvent être piétinés. Donc ça induit de fortes contraintes, c'est pas super sympa pour les plantes, mais en contrepartie, c'est un milieu qui est diversifié. Il y a des trottoirs avec des petites anfractuosités, il y a des murs aussi avec des petits trous dans lesquels du sol peut s'accumuler, des poussières de sol peuvent s'accumuler, et des petites plantes qui sont capables d'infiltrer leurs racines dans les trous peuvent s'installer. Il y a des toitures, il y a de plus en plus de toitures végétalisées maintenant, donc on recouvre le toit de terre, et soit on plante des choses, soit on laisse s'installer des plantes qui viennent toutes seules. Et puis il y a les pieds d'arbres qui sont hôtes toute une flore assez particulière. Donc c'est un milieu qui est riche en azote. Alors ça peut être un désavantage pour les plantes qui n'aiment pas l'azote. C'est un avantage pour les plantes qui aiment bien l'azote, comme les orties. C'est un milieu qui est globalement plus chaud, plus sec, ce qui est un désavantage pour les plantes qui craignent la chaleur et la sécheresse, mais un avantage pour des petites plantes comme les orpins, qui aiment bien les sols, les milieux chauds et secs, et qui ont besoin de peu d'eau donc pour pousser. Et puis c'est un milieu où il y a globalement un peu plus de lumière, donc ça peut être un avantage pour les plantes qui ont une affinité pour la lumière. Et donc vous avez en bas de cette diapo toute une série d'images qui ont été prises en ville. Et donc, vous voyez que quand on scrute les milieux urbains, on arrive à détecter alors une biodiversité qui n'est pas énorme, mais qui tend à augmenter un peu quand même avec les changements dans les pratiques de gestion avec l'interdiction des produits phytosanitaires, par exemple, les pieds d'arbres à Paris dont on enlève les grilles et qui sont plantés, etc., ou qu'on laisse s'enherber spontanément. Et donc, il y a le milieu urbain finalement peut être propice à toute une petite biodiversité qui est pas forcément très visible, mais qui peut s'installer et se reproduire. Alors voilà quelques-unes des espèces qu'on trouve en milieu urbain et qui sont des espèces qui aiment la chaleur et qui sont venues de régions plus méridionales. La pariétaire de Judée qui est remontée petit à petit et qui affectionne particulièrement les milieux urbains, de même que la cymbalaire des murs qu'on appelle également ruine de Rome, et qui est originaire de régions méditerranéennes. Elle pousse sur des rochers et elle est remontée progressivement vers le nord de la France. On la trouve plus qu'en ville maintenant au nord de la France, parce qu'en ville il fait plus chaud et plus sec, et finalement elle retrouve des conditions qui ressemblent un petit peu à son milieu d'origine.
donc des rochers. Et puis la Véronique de Perse, qui est très fréquente, c'est vraiment une des petites mauvaises herbes typiques, mais elle fait ces petites étoiles bleues très très tôt, même à la fin de l'hiver, dès fin janvier, on peut la voir. C'est une des premières à braver la fin de l'hiver pour fleurir, se reproduire, et donc elle se plaît en milieu urbain. Alors maintenant, on a posé le décor du milieu urbain, et je vous propose une petite promenade dans ma ville de Bure-sur-Yvette, avec un aperçu de la diversité des plantes qu'on trouve dans cette ville de Bure-sur-Yvette. Alors, je vais vous montrer où elle est située, au travers d'un projet que j'ai mené avec des étudiants de 3e année. Cette année, entre janvier et juin donc de cette année 2022, des étudiants de 3e année de parcours écologie, biologie des organismes et écologie de l'Université Paris-Saclay. Alors, Bure-sur-Yvette, c'est une commune qui est tout au bord du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, mais qui est typiquement dans ce qu'on appelle un milieu périurbain, au sud-ouest de Paris, à une trentaine de 20-30 km de Paris, donc région parisienne. Et donc les productions des étudiants, les étudiants avaient pour mission de produire un livrable qui était, j'avais dit, je veux un livret des herbes folles de la ville de Bure-sur-Yvette et un événement associé. Ce que vous voulez, mais voilà, débrouillez-vous. Alors, on les a accompagnés dans ce projet, évidemment. Et ils ont produit un petit guide des herbes folles de la ville, dont vous voyez le sommaire au milieu. Donc le guide fait une 60aine de pages en tout. Donc il y a des fiches et une présentation du contexte urbain, écologique de la ville, et puis des fiches descriptives d'une sélection d'espèces, dont je vais vous montrer un échantillon tout à l'heure. Et puis, ils ont aussi organisé une exposition et une animation à l'occasion de la fête de la biodiversité qui s'est tenue le 26 juin 2022, pas une erreur dans le 2022, dans le parc de Bure-sur-Yvette. Donc, ils ont produit un petit flyer et puis des posters. Et puis, ils ont fait faire un jeu aux gens qui se présentaient dans le stand en les envoyant chercher des plantes dans le parc et en les récompensant avec une affiche et des bonbons. Alors, zoomons maintenant sur quelques-unes des herbes folles de cette ville. Et aussi d'ailleurs, pourquoi ? Parce que les plantes que vous allez voir dans ce qui va suivre, en fait, moi je les ai aussi observées à Vannes, par exemple, parce que quand mes parents habitent à côté de Vannes, et donc je vais les voir souvent. Et quand je vais à Vannes, je vois je repère les petites herbes folles sur les trottoirs, et il y en a, heureusement. Alors d'abord un peu de vocabulaire quand même, parce qu'on a dit herbe folle, j'ai parlé de sauvage, j'ai dit spontané. Alors adventice, indigène, endémique, exotique, j'ai pas prononcé ces mots, mais on va quand même les définir rapidement parce que c'est des termes, je pense que la plupart d'entre vous les ont entendus, pas forcément toujours à bon escient d'ailleurs. Alors herbe folle, c'est le terme qu'on avait, non, c'est pas nous, c'est un terme qui est maintenant de plus en plus employé à la place du terme mauvaise herbe. Mauvaise herbe qui a une connotation plutôt négative. Et justement, l'idée, c'est de montrer que ces petites plantes qui viennent s'installer là où on les attend pas forcément, elles n'ont rien de mauvais. Elles font juste partie de la biodiversité. Et comme vous allez le voir plus tard, elles peuvent nous rendre des services. Sauvage, c'est qui n'a pas été modifié par l'homme. Spontané, c'est à peu près facile à comprendre. C'est qui vient s'installer spontanément dans un milieu, quel qu'il soit, sans qu'on l'y ait invité. Une adventice, là, c'est un peu pareil que spontané, mais avec la différence que c'est une plante qui vient s'installer spontanément dans un milieu modifié par l'homme. Donc, il y a les adventices dans les jardins, bien entretenues, mais de temps en temps, on a des mauvaises herbes, qu'on appelle aussi adventices, qui viennent s'installer. Typiquement, les plantes qui viennent s'installer sur un trottoir, c'est des adventices, ou les plantes qui viennent s'installer dans des cultures, sans qu'on les y ait invitées, ce sont des adventices. Alors, les plantes qui viennent s'installer dans les cultures de type blé ou les céréales, on les appelle les cultures avec des moissons, on les appelle des messicoles. Indigène, c'est une plante qui est originaire, ou n'importe quelle espèce originaire de la région où elle pousse.
Endémique, c'est un peu plus restreint. C'est une plante ou une espèce qu'on ne trouve que dans une région géographique donnée, particulière. Par exemple, il y a des tas d'endémiques en Nouvelle-Calédonie, donc des plantes qu'on ne trouve que en Nouvelle-Calédonie. En région parisienne, il n'y a plus des masses d'endémiques parce que le peu qu'il y avait, en général, ils ont été décimés. Il y avait une petite plante, en France, on a quelques endémiques quand même en région méditerranéenne. Il y avait une petite violette qui s'appelait, je dis elle s'appelait parce qu'elle n'existe plus, Viola criana, alors qui poussait dans le centre de la France et qui a été entièrement décimée par les botanistes, justement parce qu'elle était endémique. Je trouvais ça tellement merveilleux qu'il y ait une endémique, un truc rare, chouette. Alors les botanistes d'il y a, mettons, 50 ans encore, quand ils trouvaient un truc qu'ils n'avaient jamais vu, paf, ils arrachaient tout, ils mettaient tout en herbier. Et voilà, donc les botanistes ont été responsables de la destruction de quelques, pas tant que ça, espèces endémiques. Et puis exotique, c'est qui vient d'ailleurs. Voilà. Alors, commençons notre petite promenade avec la cymbalaire des murs, qui est vraiment peut-être une des plantes les plus emblématiques des milieux urbains, puisque, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette petite plante qui est remontée des milieux du pourtour méditerranéen, et qui, en suivant finalement les humains à mesure qu'ils construisaient des villes. Et elle affectionne donc les vieux murs, les petites partout où il y a des petits creux où elle peut infiltrer ses racines. Et donc elle fait des jolies touffes et des très jolies fleurs avec des corolles mauves et deux petites pointes jaunes au centre de la corolle. Elle est pollinisée par des insectes, des petites abeilles qui arrivent à rentrer à l'intérieur de la corolle pour chercher le nectar. On en voit une ici. Ou bien elle se pollinise elle-même. Et elle fait des graines, et puis elle se reproduit, et donc elle peut coloniser plein de tout le long de certains murs, comme ça, quand il y a des petits creux, les murs de pierre sèche, alors là, elle adore. Et on l'appelle aussi ruine de Rome, puisqu'elle était particulièrement abondante à Rome. Alors dans les petits livrets que les étudiants avaient produits, il y avait une rubrique que faire avec, et puis le saviez-vous. Donc voilà, connue sous son nom de ruine de Rome, comme je l'ai dit. Alors l'usage, c'est plutôt pour décorer des rocailles. Alors comme plein de plantes ont des usages, ont eu des usages dans le passé, les plantes produisent des composés chimiques qui ne sont pas essentiels à leur croissance, mais qui leur permettent, par exemple, de se défendre contre les herbivores ou d'attirer des insectes ou autres. Donc, soit des composés aromatiques, soit des composés toxiques. Et donc, ces composés ont des propriétés que nous pouvons détourner pour notre usage. Donc, cette petite ruine de Rome a été utilisée comme plante médicinale pour arrêter les saignements. Voilà. Alors, à ne pas confondre avec la campanule des murailles, qui est représentée ici. Vous voyez la feuille de la cymbalaire, elle a 5 lobes avec une petite pointe au bout de chaque lobe, alors que la campanule des murailles, qui a des fleurs peut-être plus qui tire plus sur le violet, elle a des feuilles qui sont dentelées au bord. Mais les deux peuvent cohabiter et elles forment des touffes sur les vieux murs en pierre. Donc voilà pour la cymbalaire des murs. Alors ensuite, voilà, je vais vous montrer une petite. J'ai choisi de mettre une petite vidéo. J'espère que ça va marcher. Alors il y aura pas le son. Je vais faire le son. C'est quand il y avait le confinement. Il fallait que je fasse je vais arrêter 2 secondes, j'avais un enseignement de botanique à faire pour des étudiants pendant 15 jours en avril-mai, impossible de sortir. Alors, comment faire de la botanique quand on peut pas sortir? Eh bien, je suis sortie dans mon jardin et puis dans les rues de Bure-sur-Yvette, avec mon fils qui m'a filmé avec son téléphone. Et puis, j'ai montré les plantes, j'ai décrit les plantes pour les étudiants, pour qu'ils puissent au moins voir d'un peu près, et en ayant avec autrement que juste avec des images statiques. Donc ça nous a un peu sauvés. Voilà, on a fait de la botanique en ligne pendant 15 jours cette année-là. Je m'arrête. Et donc voilà, donc ici, ce que vous allez voir. Affectionne
Voilà, c'est la pariétaire de Judée, qu'on appelle aussi pariétaire des murailles ou pariétaire couchée, et qui est une des plantes les plus fréquentes en milieu urbain, peut-être avec la cymbalaire. Alors elle est toute moche, c'est vraiment le truc un peu vraiment mauvaise herbe, mais elle est capable de survivre dans des conditions où peu de plantes finalement peuvent s'installer. Donc elle infiltre ses racines dans des petits creux, elle fait des toutes petites fleurs, et ce que les petits points blancs que vous voyez sur l'écran, là, sur le long de la tige, ce sont les étamines, des minuscules fleurs qui poussent le long de la tige et qui sont pollinisées par le vent. Voilà, donc cette plante qui a l'air complètement insignifiante, en fait, elle est extraordinaire parce qu'elle pousse dans des conditions où presque aucune autre plante ne peut pousser. Voilà, sol plein d'azote, sec, dans très très peu de terre disponible. Donc en fait, c'est assez extraordinaire ces capacités. Alors la diapo suivante vous montre l'ortie qu'on va trouver, alors pas seulement en ville. L'ortie, c'est une plante qui aime les milieux riches en azote. Alors pourquoi on la retrouve aussi en ville? Eh bien, c'est parce que en ville, il y a plein de chiens et d'autres animaux qui font pipi. Voilà, au pied des arbres, au bord des murs ou autres. Et donc, la pariétaire aussi, d'ailleurs, aime beaucoup l'azote. C'est pour ça qu'on la retrouve beaucoup en ville, au pied des murs. Voilà. Et donc, l'ortie aussi. Et donc, c'est une plante qu'on peut retrouver en ville parce que elle aime les friches, les décombres et les pieds d'arbres en raison de la présence d'azote. Donc, l'ortie suit aussi les humains un peu partout où ils vont. Et puis, elle est pollinisée par le vent. Alors, obligatoirement, pourquoi? Eh bien, parce que l'ortie, cette ortie, la grande ortie, fait partie de ces plantes qui ont des sexes séparés sur des individus différents. Il y a des orties mâles avec des fleurs mâles et des orties femelles avec des fleurs femelles. Et donc, pour que les fleurs femelles soient fécondées, ils font obligatoirement du pollen qui vient d'un autre individu. Voilà. Donc il y a à peu près 10% des espèces de plantes à fleurs qui sont dioïques, comme ça, qui ont des sexes séparés. Voilà. Si vous avez déjà mangé des kiwis, certainement. Les kiwis, font partie. L'espèce qu'on consomme est une espèce dioïque, donc il faut des pieds mâles et des pieds femelles. Alors en général, on plante un peu plus de pieds femelles. Il suffit d'un pied mâle pour produire des fleurs, du pollen suffisant pour polliniser les fleurs de plusieurs pieds femelles. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'ortie? Je vous apprendrai rien en vous disant qu'on peut faire de la soupe. Alors, il faut une préparation un peu spéciale, mais on peut faire aussi du purin. Qui sert d'engrais naturel. Alors, faut pas abuser parce que c'est vraiment très riche. Voilà. Alors, évidemment, ne pas faire de la soupe d'ortie avec de l'ortie trouvée au pied d'un arbre en pleine ville. Hein. Je vous conseille pas parce que c'est pas super propre. Voilà. Alors, ne pas confondre la grande ortie avec le lamier blanc qu'on appelle ortie blanche. Les deux plantes se ressemblent beaucoup, les feuilles, les tiges se ressemblent énormément. Les poils de l'ortie, qui sont des poils urticants, qui sont formés avec une paroi de silice qui se casse au moindre contact en libérant ce liquide urticant qu'on n'aime pas beaucoup. Il y a des poils aussi sur l'ortie blanche, mais qui sont pas du tout urticants. Alors on peut la manger aussi. On mange plutôt l'ortie, je crois. J'ai pas essayé. J'ai essayé de l'ortie, j'ai pas trop aimé. Le lamier blanc, j'ai pas essayé. Alors quand il y a les fleurs, on distingue très aisément les deux espèces l'une de l'autre. Sans les fleurs, c'est vraiment difficile. Donc soit vous risquez vous toucher, et là vous avez la réponse tout de suite. Soit vous prenez une loupe et puis vous regardez l'aspect des poils. Les poils des orties sont vraiment des petits tubes en verre. Comment? En Bretagne, il n'y a pas de lamier blanc. Alors, quelqu'un dit qu'en Bretagne, il n'y a pas de lamier blanc, et puis une autre personne dit j'en ai dans mon jardin. Alors, en sauvage, c'est extrêmement. Alors, effectivement, j'en ai pas vu souvent ici. Mais alors, il y en a peut-être qui sont introduites dans les jardins qui sont venues avec la terre qui venait d'ailleurs. Et c'est fort possible. Alors, nous, on véhicule des tas de trucs, dans nos habits, sous nos chaussures. Donc, on amène des choses, des plantes sans le savoir. Donc, ça fait peut-être que, voilà, vous en avez dans votre jardin parce que
Vous en avez. Oui, mais vous avez pu en ramener, ou quelqu'un a ramené des graines sur ses vêtements. Ou... Ça, c'est tout à fait possible. Effectivement, j'avais jamais. Bon, il y en a plein en région parisienne. J'avais jamais remarqué. Alors, j'aurais dû mettre juste après. Je crois que je vais sauter et je vais vous mettre juste après l'image du plantain. Alors pourquoi je vous la mets juste après l'ortie? Eh ben, parce que quand vous vous faites piquer par une ortie, très souvent, il y a du plantain pas loin. Parce que le plantain suit l'homme un peu partout, un peu comme les orties. Et le plantain, c'est merveilleux. Quand on frotte des feuilles de plantain sur des piqûres d'ortie, la douleur disparaît presque instantanément. En tout cas, très rapidement. Donc, il y a un composé qui est présent dans les feuilles du plantain. Alors, à la fois dans le grand plantain, mais aussi dans le plantain lancéolé, les deux marchent très bien pour soulager les piqûres d'ortie. Et vous regardez, moi, presque à chaque fois ça marche. Je me fais souvent piquer par des orties parce que je farfouille dans les bords de chemin, etc. Des fois, je tombe sur des orties. Et donc, en général, je regarde un peu à quelques mètres autour et la plupart du temps, je trouve du plantain sur le chemin. Alors, sur le chemin lui-même, ça va être plutôt le grand plantain qui fait des rosettes de feuilles qui sont complètement écrasées au sol, aplaties. C'est pas nous qui les écrasons, hein. C'est juste parce que la forme spontanée de cette plante, c'est d'avoir des feuilles qui sont étalées au sol, et donc cette plante résiste extrêmement bien au piétinement, ce qui fait qu'elle peut pousser dans des chemins parcourus par les humains, et donc survivre, fleurir et se reproduire, parce que les graines qui sont produites par ces fleurs ici, qu'on voit là, et qui sont pollinisées par le vent, petites fleurs verdâtres, peu voyantes, typiquement pollinisées par le vent, eh bien, elles sont transportées sous les semelles et elles suivent les humains un petit peu partout où ils vont. On retrouve, je me demande si on retrouve, non, celui-là, non. Voilà, donc le plantain lancéolé, il aime, alors, autant le grand plantain, c'est vraiment chemin piétiné, autant le plantain lancéolé, il aime bien les sols pauvres et argileux, mais il aime bien aussi les prairies. Donc on va le retrouver dans des pelouses, des prairies. Et lui, il peut être pollinisé par les insectes. Il fait des fleurs un petit peu plus avec des étamines blanches très voyantes qui s'étalent tout autour, qui font comme une couronne autour. Voilà. Donc, propriétés cicatrisantes des feuilles qui sont riches en tanins. Et donc, les feuilles renferment un mucilage qui adoucit la peau, les muqueuses, et c'est avec une action antibactérienne. Enfin, c'est vraiment une plante merveilleuse. Et on peut aussi le manger, le plantain. Alors, il y a beaucoup de plantes qu'on peut manger quand les plantes sont jeunes. Elles n'ont pas encore eu le temps de fabriquer ces composés chimiques dont je parlais tout à l'heure, qui sont des alcaloïdes, des terpènes, etc., qui peuvent être toxiques, qui sont toxiques à forte dose. Mais quand la plante est jeune, elle n'a pas encore produit beaucoup de ces composés. Et donc, beaucoup de plantes sont comestibles lorsque les feuilles sont jeunes. Alors, je reviens en arrière avec l'orge queue de rat dont on a parlé tout à l'heure. Donc, cette plante qui aime bien les pieds d'arbres, parce qu'elle aime bien la lumière, la chaleur, les sols secs, riches en azote, tout ce qu'on trouve au pied d'un arbre. Elle est pollinisée par le vent. Alors, on peut manger les grains, alors pas quand on le cueille en ville, au pied d'un arbre, certainement pas. Pour faire de la farine, c'est quand même une espèce qui appartient au même genre que l'orge qu'on consomme en céréales. Bon, c'est plutôt pour le bétail, mais il y a un petit jeu surtout qu'on peut faire avec les épis, c'est que quand on glisse un épi dans une manche, il va avec le phénomène de friction des arêtes fait que l'épi va remonter tout seul. Donc ça, c'est un petit truc rigolo à faire avec des enfants. Donc ça, c'est un petit extrait. Ça, c'est un dessin qui a été fait par une des étudiantes de 3e année qui a participé au projet sur les herbes folles de Bure-sur-Yvette. Et ça, c'est un autre dessin qui a été fait par une autre étudiante, toujours dans le livret. Donc elles avaient créé un petit personnage, une petite fille comme ça et une petite abeille qui se baladait d'une page à l'autre et avec des anecdotes et qui guidait le lecteur dans la promenade de Bure. Le pissenlit, ça je pense que je vous le présente pas. Alors on pourrait dire presque les pissenlits parce que le pissenlit
on ne sait pas bien s'il y a une espèce ou plusieurs espèces. En fait, là, on est dans la limite entre espèces et groupements d'espèces très apparentés. Donc, ça pose beaucoup de problèmes aux botanistes qui aiment bien les choses très carrées. Mais voilà, alors, effectivement, il y a certains dans la flore de France la plus complète qui existe, qui s'appelle Flora Gallica. Les botanistes qui ont écrit cette flore ont choisi de diviser ce grand groupe avec beaucoup de variabilité, mais qu'on reconnaît quand même tout de suite comme étant du pissenlit. C'est ça qui est extraordinaire. Eux, ils ont choisi d'en faire plein de petites espèces. D'autres botanistes ont une autre vision des choses et rassemblent tout cela dans un grand groupe Taraxacum officinale. Voilà. Là, on est dans un cas typiquement où les hypothèses sur la limite d'espèces varient selon les botanistes. Donc le pissenlit, on le trouve aussi bien dans les prés qu'au bord des chemins, que dans une fissure de trottoir. En pleine ville. Alors, ce qui est extraordinaire avec le pissenlit, c'est qu'il a ces fleurs d'un jaune vif qui, a priori, sont très attractifs pour les insectes et d'ailleurs sont très visités par les insectes. On voit souvent des petites abeilles, beaucoup de petites abeilles solitaires sur les fleurs de pissenlit. Alors, sachant que ça, ici, c'est pas une fleur, c'est plein de petites fleurs en forme de languette, toutes tassées les unes contre les autres sur un même support. C'est plein de petites fleurs qui chacune vont faire un petit fruit. Vous savez ces petits parachutes? Voilà, c'est petit au bout du parachute là, il y a un petit fruit qui pend et qui est dispersé par le vent parfois sur de grandes distances. Eh bien, en fait, ce pissenlit se pollinise lui-même. Il n'a pas besoin des insectes pour sa reproduction, ce qui est très pratique parce qu'il peut se disperser partout, même en l'absence d'insectes. Par exemple, s'il fait pas beau, s'il y a les insectes sortent pas beaucoup quand il fait pas beau. Eh bien, le pissenlit, lui, s'en fiche, il se reproduit quand même. Il fait ses petites graines qui se dispersent un peu partout et il colonise plein de milieux. On peut le manger, on peut faire de la confiture avec les boutons, on peut faire plein de choses. Et donc le terme de pissenlit, ça vient de ses vertus diurétiques. L'autre nom donné au pissenlit, c'est le nom de dent de lion, en raison de la forme très particulière de ses feuilles qui forment comme des dents acérées. Voilà, alors le plantain, on a vu, le plantain. Et puis une autre plante qui aime bien les milieux urbains, ou les talus, c'est la kélidoine. Je regarde l'heure parce que voilà. C'est la grande kélidoine qui fait partie de la même famille que le pavot. Et donc les plantes apparentées au pavot ont la particularité de fabriquer du latex dans leurs tiges. C'est le latex dont on extrait l'opium dans le cas de l'espèce qu'on appelle le pavot. La kélidoine, elle fait pareil, elle sécrète du latex. Alors il n'y a pas d'opium dans son latex, mais il y a des composés apparentés qui sont des alcaloïdes et qui ont la propriété de soigner les verrues. Donc la grande kélidoine, on l'appelle aussi herbe à verrues. Ce qui fait que si vous avez la chance d'avoir des kélidoines qui poussent à côté de chez vous, et si vous avez le malheur d'attraper des verrues, vous allez vite chercher la kélidoine qui pousse à côté, et puis vous mettez vous coupez la tige. Il y a un latex jaune qui sort, jaune d'or. Alors, faut pas le manger. Mais par contre, vous pouvez l'appliquer sur votre verrue et quand c'est pas une verrue trop grosse, elle a des chances de disparaître. J'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit oui, ça marche. Alors les grosses verrues, non, là il faut quelque chose de plus drastique. Voilà. Alors pour la petite histoire, les hirondelles frottaient les yeux de leurs petits pour leur rendre la vue, d'où le nom de kélidoine qui vient du grec kélidon qui signifie hirondelle. Voilà. Donc c'est une très jolie plante. Alors à ne pas confondre avec l'herbe au chantre qu'on trouve également en ville et qui fait partie d'une toute autre famille. Celle-ci, une famille qui n'est pas du tout toxique. C'est la famille du chou. Voilà, qu'on reconnaît avec ses fleurs en croix. Alors la kélidoine a aussi des fleurs jaunes en croix, mais il y a plein d'étamines ici. Et c'est ça qui fait la différence. Celle-ci n'a que 6 étamines et toujours 6. Jamais plus. Et donc cette herbe au chantre, alors on
On en a fait des extraits. Alors là, je ne sais pas bien les détails, avec quelle partie de la plante. Je pense que c'est avec les feuilles, mais je ne suis pas sûre. Pour des préparations qui adoucissent la gorge. D'où le nom d'herbe au chantre. Et donc, il y a même des préparations qu'on peut trouver en pharmacie, avec des extraits de cette plante. Alors moi, j'avais acheté il y a longtemps des pastilles d'une marque qui s'appelait Eufon. Et en regardant la composition, il y avait écrit Erysimum, voilà, et c'est cette espèce-là, c'est la même espèce. Alors toujours pareil, hein, ça on cueille pas en ville, on fait rien avec les plantes en ville d'une manière générale, pas plus que le pissenlit qui est un hyperaccumulateur de métaux lourds. C'est bien, ça dépollue les sols, mais on mange pas en ville, on va dans la campagne, là où c'est propre, enfin où il n'y a pas trop de pesticides. Ouais, alors dans les jardins, très bien. Moi, oui, moi j'ai mangé des pissenlits de mon jardin pendant le confinement, justement, parce que on ne pouvait pas sortir pour trop sortir. Moi, je me suis dit, allez, j'ai de la salade en bas de chez moi, enfin, je vais la chercher. Voilà. Alors, autre plante qu'on peut trouver en ville, alors plutôt dans les parcs. Là, c'est carrément même que dans les parcs, pas du tout sur les trottoirs ou autres. Autant celle-ci, on la trouve sur des trottoirs au bord. Celle-ci, non, c'est vraiment sur les talus. Dès que le sol est quand même un petit peu, il y a suffisamment de sol déjà pour les racines de ces plantes, puisque c'est plusieurs plantes. Quand même assez épais, relativement riche et suffisamment d'humidité. Et en fait, ce qu'on appelle bouton d'or, c'est plusieurs espèces. C'est toutes les renoncules à fleurs jaunes, en gros. Alors, je vous en ai mis 3 ici, mais il y en a d'autres. C'est les 3 plus fréquentes qu'on peut rencontrer dans les parcs urbains. Il y a la renoncule rampante, qu'on reconnaît avec ses feuilles qui sont composées de 3 parties. Et la partie terminale, ici, a un petit pétiole, un petit pédoncule, un petit pétiole, qui la distingue des autres espèces. Vous voyez que celle-ci, tous les lobes partent du même point. Alors celle-ci, presque. Voilà. Donc celle-là, c'est vraiment marqué. Et on voit les feuilles très très tôt dans l'hiver, bien avant qu'elles ne fleurissent. Alors, vous voyez que les fleurs, elles se ressemblent énormément. Il y a juste celle-ci, la renoncule bulbeuse, qui a les petites pièces vertes là, à la base qu'on appelle des sépales, qui sont retournées. Alors, il faut regarder sous la fleur. Et là, on peut distinguer cette espèce-là et cette espèce-là et celle-là. Les feuilles de ces 2 espèces se ressemblent pas mal et les fleurs de ces 2 espèces se ressemblent. Donc, faut vraiment avoir les images en tête. Et elles peuvent cohabiter quasiment toutes les 3 au même endroit. Alors les boutons d'or, ils doivent leur couleur, vous avez peut-être joué tous à ça petit, vous mettre un bouton d'or sous le menton. Alors pourquoi est-ce qu'on peut faire ça que avec le bouton d'or? On fait pas ça avec le pissenlit, on fait pas ça avec la kélidoine, on fait pas ça avec l'arbre au chantre, on fait pas ça avec n'importe quelle fleur jaune. On fait ça que avec des boutons d'or. Pourquoi? Eh bien parce que la surface des pétales des boutons d'or est très particulière. Alors la surface des pétales, en fait, c'est une surface très lisse. Et puis sous la couche de pigments, donc il y a une couche de pigments jaunes, des caroténoïdes, qui donnent cette couleur jaune brillant. Et juste en dessous, il y a une couche d'amidon. Et la présence de la couche d'amidon sous les pigments réfléchit très très bien la lumière. Et avec la surface lisse, ça fait comme un miroir. Et du coup, c'est ça qui donne ce brillant si particulier au bouton d'or. Voilà, donc c'est une couleur finalement qui est renforcée par des propriétés physiques qui permettent de capter et de renvoyer encore mieux la lumière. Et donc, c'est des plantes des fleurs qui sont très visitées par les insectes. Alors, il y a cette espèce-là, justement, qui est jaune, avec 5 pétales, que souvent on confond avec les boutons d'or, qui n'a rien à voir en termes de classification. Elle appartient à une famille très différente, la famille des roses. Elle est beaucoup plus apparentée aux roses qu'aux renoncules. C'est la benoîte des villes. La benoîte des villes qu'on trouve, comme son nom l'indique, aussi bien dans les villes que dans les bordures, les chemins forestiers, au bord des chemins forestiers, par exemple. Elle aime bien les zones plutôt ombragées, mais des sols pas forcément très très riches.
Et on la trouve en ville. À Paris, on en trouve dans plein d'endroits. Le cimetière du Père-Lachaise est rempli de benoîtes des villes. Elle se disperse très bien grâce à ces petits fruits qui ont des crochets et qui s'accrochent très bien au pelage des animaux, y compris nous, à nos vêtements. Alors nous, on n'a pas trop de pelage, mais par contre, on a des vêtements. Et donc, si vous allez vous balader au bord d'un chemin, dans un chemin forestier, et que vous touchez un peu trop les benoîtes, vous allez récolter plein de petits fruits sur vos vêtements. Voilà, ça s'accroche très bien au pelage des animaux. Moi, j'en ai dans mon jardin et mon chat est un excellent disperseur de la benoîte des villes, donc j'en ai partout. Voilà. Et alors, c'est peut-être ça qui nous a donné l'idée de monter un projet de thèse avec la ville de Paris. En fait, c'est pas ça. C'est parce qu'il y en a beaucoup dans Paris et que la ville de Paris a décidé de labelliser cette plante, la benoîte des villes, dont le nom latin est Geum urbanum, de la labelliser végétale locale et donc de l'utiliser dans ses plantations. Voilà, elle pousse spontanément au bois de Vincennes et dans plein d'endroits à Paris, comme je l'ai dit. Et donc le jardin botanique de la ville de Paris récolte des graines dans les espaces où elle pousse à Paris, les fait pousser et puis ensuite les replante dans différents espaces verts de Paris. Et donc on a monté un projet en collaboration avec la ville de Paris pour étudier le lien entre la structure écologique du paysage urbain et la diversité génétique de cette espèce, pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur la façon dont une plante urbaine peut répartir en milieu urbain, quelle est sa diversité génétique, comment est-ce que le paysage permet les connexions ou pas entre les populations de cette espèce. Donc notre doctorant, on est plusieurs à l'encadrer, a passé tout son printemps à se promener dans les espaces verts de Paris, y compris Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, et à récolter des graines de cette espèce. Enfin, des feuilles d'abord, des feuilles et puis des graines pour pouvoir les faire pousser après, mais des feuilles dont il extrait en ce moment l'ADN et il va étudier la diversité génétique des différentes populations. Voilà les points d'échantillonnage et puis les sites qu'il a échantillonnés, Petite Ceinture, tous les parcs de Paris. Et il a trouvé des benoîtes communes jusqu'aux Halles à Paris, donc en plein cœur de Paris. Voilà. Alors très rapidement, d'autres plantes urbaines communes, l'étron maraîcher, la laitue scariole, qui est l'ancêtre de la laitue que vous pouvez manger. Alors évidemment, c'est pas bon à manger comme ça, hein. Elle a été très très améliorée par l'homme, la laitue, mais c'est le même genre et elle fait des fleurs jaunes quand on la laisse monter en fleurs. Et puis on a parlé d'exotiques tout à l'heure, alors je vous en montre une quand même, qui est le fraisier d'Inde, qui est de plus en plus courant, qui est une plante qui vient d'Inde, comme son nom l'indique, qui ressemble beaucoup au fraisier quand elle fructifie. Alors pas les fleurs elles sont jaunes, mais ces petits fruits là, celui-là il est tout moche, hein, mais elle fait des sortes de petites choses qui ressemblent à des fraises, voilà, très appétissants, rouges, comme des fraises des bois, sauf que ça n'a pas de goût quand on mange. Alors c'est pas toxique, mais ça n'a pas de goût. Et les feuilles ressemblent aussi, mais c'est pas des vrais fraisiers. Voilà. Et c'est une plante un petit peu, alors exotique, sûre, envahissante, ça pourrait l'être. Alors, donc on a décrit un peu un aperçu de la diversité des plantes qu'on peut trouver en ville. Je pense que la plupart, vous les avez déjà vues. Peut-être vous connaissiez pas leur nom, mais vous les avez déjà vus, peut-être sans y prêter attention. Avec l'urbanisation croissante et les changements de l'environnement, donc les changements de l'environnement en milieu urbain, ça va être changement climatique, perte, fragmentation des habitats, pollution. Ça a un effet sur la diversité et l'abondance des espèces de plantes, mais aussi sur leurs relations avec les autres organismes vivants. Ici, ce petit dessin vous montre les grands types d'interactions qui sont mises en jeu entre les plantes et d'autres organismes vivants. Alors, on a parlé des pollinisateurs tout à l'heure, c'est peut-être l'interaction la plus visible
comme ça est la plus jolie aussi, parce que souvent c'est des jolis insectes qui viennent polliniser les plantes, des hyménoptères, des lépidoptères, mais aussi plein de coléoptères qui viennent se poser sur les fleurs et puis grignoter un peu tout ce qu'ils trouvent. Les fruits peuvent être consommés par des oiseaux. Les feuilles peuvent être mangées par des herbivores, gastéropodes, mais aussi insectes. Et puis, quand on va sous terre, et c'est la partie pas visible des plantes, mais qui est très très importante, puisque les racines servent à la plante à se nourrir, à absorber l'eau, les minéraux dont elle a besoin pour sa croissance, eh bien, les racines, elles fonctionnent rarement toutes seules. Elles fonctionnent le plus souvent en interaction avec des tas de choses. Alors, il y a tout un petit monde bactérien qui entoure les racines. Et puis, il y a un certain nombre de plantes, et elles sont nombreuses, qui interagissent directement sous la forme d'une symbiose, donc une interaction physique, avec des champignons. Et l'ensemble forme ce qu'on appelle des mycorhizes. Et donc, les filaments des champignons accroissent la surface racinaire. Les champignons fournissent à la plante l'azote du sol, transforme l'azote du sol, donc voilà. Mais aussi ils accroissent la surface racinaire, donc ils permettent de capter plus d'eau, plus de minéraux, et en échange la plante donne du sucre. Le produit direct, le premier produit de la photosynthèse aux champignons. Donc association à bénéfice réciproque qui, et ça c'est extraordinaire, qui est apparu quasiment dès l'émergence des plantes sur Terre. Dès que les plantes sont sorties des eaux, quasiment tout de suite, elles ont commencé à interagir avec ces champignons mycorhiziens. Et donc cette association perdure encore aujourd'hui et c'est réparti dans une grande partie des plantes. Donc vous voyez, en fait, les plantes ne sont pas seules. Elles fonctionnent avec tout un réseau d'interactions bénéfiques ou pas. Et donc tout ça fait qu'il y a un double enjeu pour la préservation des plantes dans un milieu donné, surtout en milieu urbain, ou qui est un milieu, comme on l'a dit tout à l'heure, très contraignant pour les êtres vivants, hors humains. Donc il y a le maintien des plantes en tant qu'individu, et puis il y a le maintien des plantes en tant qu'espèce, c'est-à-dire perdurer dans le temps, mais d'une génération à l'autre. Alors, maintenir des plantes en tant qu'individu, on sait plutôt bien faire, ça. S'il y a qu'à voir toutes les plantes horticoles qu'on met dans les jardins, elles se débrouillent très bien. Et puis les petites plantes spontanées qui viennent s'installer en ville, elles se débrouillent bien aussi. Maintien des plantes en tant qu'espèce, ça, elles savent pas tout, on sait pas toujours bien faire. Alors pour les plantes spontanées, ça va, puisque elles sont venues sans y être invitées. Donc si elles se maintiennent en ville, c'est qu'elles savent se reproduire en ville et tirer parti de ces conditions a priori plutôt défavorables pour pouvoir à la fois pousser mais aussi se reproduire. Les plantes exotiques, les plantes qu'on apporte nous dans les jardins comme plantes ornementales, ça c'est beaucoup moins évident. Alors c'est plutôt bien dans certains cas, parce que ça évite d'avoir des exotiques envahissantes, comme la renouée du Japon par exemple, qui s'est échappée des jardins et puis qui se reproduit partout maintenant. Et puis dans certains cas, ça serait bien quand même que les plantes puissent se reproduire en ville. Alors il y a un enjeu maintenant et on est presque à la fin. Il y a un enjeu maintenant dans les aménagements d'espaces verts urbains qui est d'essayer de recouvrir le plus possible aux plantes locales. Avec une réflexion qui a été amorcée, on va dire, depuis la fin des années 90. Et on essaye de recourir aux plantes locales à la fois pour restaurer des communautés, pour aménager des espaces verts, et puis d'une manière générale pour le génie végétal, puisque les plantes sont capables, nous fournissent. Alors déjà, les plantes locales, elles sont de fait adaptées aux conditions de l'environnement local, donc elles vont avoir plus de chances de se reproduire avec les pollinisateurs disponibles, de survivre, de résister aux herbivores, etc. Voilà. Et donc c'est devenu un enjeu maintenant dans les aménagements qui mobilisent des plantes, d'essayer le plus possible de faire avec ce qu'on a localement. Alors avec la prise en compte quand même du changement climatique qui change un peu la donne dans certains cas, parce qu'on ne sait pas du tout si les arbres qu'on plante aujourd'hui vont être adaptés aux conditions qu'on aura dans 20 ou 30 ans, et le changement est en train de s'accélérer. Mais
disons que ça relève d'une bonne volonté d'essayer de faire avec ce qu'on a sous la main. Alors, on finira avec la notion de service écologique, dont j'ai pas encore parlé, je l'ai juste mentionné brièvement. Les plantes, comme beaucoup d'organismes vivants, rendent un certain nombre de services qu'on appelle services écologiques ou services écosystémiques et qu'on entend au sens défini par le Millennium Ecosystem Assessment en 2005, au sens de bienfaits que les humains peuvent retirer de la nature. Alors, il y a plusieurs catégories de services qui ont été définis, qui sont les services de support, les fonctions écologiques de base remplies par les écosystèmes, les services de régulation, les services d'approvisionnement ou de prélèvement, c'est ce qui nous fournit des éléments pour nous nourrir, nous habiller, etc. Et puis les services culturels, qui sont ce que nous apporte la nature pour notre bien-être ou pour la spiritualité, etc. Alors, pour illustrer ceci, voilà une photo d'un paysage. Alors, c'est pas un paysage urbain, mais c'est un paysage dans lequel on peut voir tous les services écosystémiques qui peuvent être rendus. Par exemple, je ne vais pas les citer tous, mais la forêt, on va se focaliser sur les plantes, la forêt qui régule le climat et qui apporte ombre et humidité. Et puis les forêts et les prairies qui produisent de grandes quantités de biomasse par la photosynthèse. Cette forêt qui purifie l'air en filtrant les particules, etc., etc., etc. Et donc, juste pour conclure, l'importance de préserver cette nature sans laquelle on ne pourrait pas vivre et dont les petites plantes urbaines dont on a parlé aujourd'hui sont un petit composant, certes, mais un petit composant quand même digne d'être considéré et préservé. Voilà. Et puis, si vous voulez faire l'inventaire des plantes de votre rue, vous pouvez participer au programme de sciences participatives sauvages de ma rue. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Sophie. Avez-vous des questions? Moi, je... Attendez, parce qu'on enregistre les questions en même temps. Voilà. Oui, je veux bien poser une question sur. Il y a eu un programme il y a quelque temps sur. Vous en avez un peu parlé sur la Saint-Balaire des Murailles, avec justement l'interaction suivant dans la ville. Et sur la taille du pétale. Parce qu'on avait, nous, on fait partie du programme Sauvage de ma rue. J'ai ramené le programme avec Nathalie Machon. Voilà. Et donc, je crois que je vous ai vu à la vidéoconférence qu'a fait Nathalie Machon il y a quelques mois, là, sur D'accord, voilà. Avec la Société botanique. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je me demandais, on n'avait pas eu les résultats. Non, alors ça a été pas si facile que ça parce qu'effectivement elle avait lancé toute une campagne de collecte de graines de cette petite plante là qui est sur l'image, la Saint-Balaire des Murs. Donc l'idée c'était d'essayer de rassembler plein d'individus issus de milieux très urbanisés, de milieux un peu moins urbanisés et de voir si on pouvait observer des différences entre les individus plutôt ruraux. Alors dans les villages, c'est jamais dans les bords de chemin ou autres, c'est vraiment toujours dans les villages, mais dans les villages avec vraiment très proches en milieu rural et puis en milieu plus urbanisé. Donc les citoyens étaient invités à faire des mesures de la taille de la corolle, comme ceci, en largeur et aussi en longueur, et puis à ramasser des graines quand c'était possible. Alors, je crois que les résultats, alors je pense pas qu'elle les ait publiés. Il me semble que globalement, les fleurs de milieu mesurées en milieu urbain avaient tendance à être un peu plus petites, de mémoire, un peu plus petites. Alors, nous, on a fait la même chose avec nos petites Saint-Balaire qui faisaient partie de l'expérience Buzz in Paris.
avec notre doctorante James de Séguer, dans lequel d'ailleurs Nathalie Machon était impliquée. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les petites taches jaunes ici étaient un petit peu moins vives, un peu plus pâles, sur les cymbalaires issus de milieux urbains. Voilà. Alors j'ai aussi une étudiante qui a fait dans le cadre d'un stage de master, elle a récolté des cymbalaires sur un gradient le long de la ligne de RERB entre Notre-Dame et Saint-Rémy-les-Chevreuses, donc il y a un gradient qui fait à peu près 20-30 km en suivant le RERB. Et la question qu'on se posait, c'était est-ce que on pouvait mettre en évidence des différences de taille de fleurs ou de couleur de la fleur le long de ce gradient entre Paris intramuros, où a priori la diversité des pollinisateurs est un petit peu moins importante, et Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui est une commune située dans le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, en milieu presque rural, donc avec a priori des ressources en pollinisateurs plus diversifiées. Alors elle n'a pas trouvé de différence significative de taille, de la largeur de la corolle. En revanche, elle a trouvé quelque chose au niveau. Alors, vous le voyez pas parce que la corolle est prise, la photo est prise de face. Mais quand on met la fleur de profil, la corolle, elle forme un tube qui se prolonge un petit peu. Ça fait comme un petit réservoir. Et ce petit réservoir, c'est là-dedans que s'accumule le nectar que viennent chercher les insectes pollinisateurs. Et donc c'est un élément clé qui intervient dans l'interaction plante-pollinisateur, puisque c'est là où se trouve la nourriture. Et pour aller chercher la nourriture, il faut une langue. Il faut que les insectes qui rentrent dans la fleur aient une langue assez grande, ou alors soient suffisamment petits pour aller boire le nectar au fond de la corolle. Et ce qu'elle a trouvé, c'est que ce petit tube était significativement plus long en s'éloignant de Paris. Alors comment on interprète ça ? Eh bien, justement, en termes de ressources en pollinisateurs. À Saint-Rémy-les-Chevreuses, il y a plus de diversité de pollinisateurs, donc potentiellement plus de pollinisateurs avec des trompes longues, capables d'aller chercher le nectar tout au fond de la corolle. Alors que dans Paris, ça va être des pollinisateurs plus généralistes, donc des insectes capables de se nourrir un peu partout, avec un biais vers des insectes avec une trompe plutôt plus courte. Voilà. Bon, ça, c'est pas publié, mais on ne perd pas d'espoir. Il n'y avait pas eu de résultat. Non, mais voilà. C'est Jeff. Il y a quelques décennies, disons, des architectes célèbres ont prôné la végétalisation des murs. Il y a quelques édifices à Paris qui ont été très appréciés et il semblerait que ça se perde. Est-ce qu'on n'a pas pu perdurer ce type d'acclimatation entre les plantes Ouais, alors vous parlez des murs. Alors les premiers murs végétalisés, c'était une invention de Patrick Blanc, l'écologue Patrick Blanc. Et les premiers murs étaient plutôt des murs composés essentiellement de plantes exotiques, très gourmandes en eau. Et donc ça demandait toute une installation. Donc c'est pas si évident que ça à mettre au point. Alors il y a d'autres, il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans la production dans la fabrication de murs végétaux. Ça demande quand même pas mal de technologie, donc ça se fait toujours, mais en essayant d'avoir de privilégier plus des plantes locales, des plantes moins gourmandes en eau, où il n'y a pas besoin de tout un système pour favoriser la circulation de l'eau. Effectivement, ce qui se fait plus maintenant, c'est quand même les toitures végétales. Voilà. Il y a plein d'entreprises qui vous proposent des toitures végétalisées. Alors, parfois, c'est juste des blocs d'or peint. Et puis, il y en a d'autres qui vous proposent des techniques un peu plus diversifiées, qui permettent d'avoir une flore beaucoup plus diversifiée. Et ça
bah, ça marche bien parce que, alors là, c'est un rôle pas seulement juste pour avoir une diversité de plantes, mais il y a un vrai rôle de service écosystémique là dans les toitures végétales, parce que c'est un truc qui est connu depuis les jardins de Babylone, hein, les toitures végétales. C'est un excellent isolant, parce qu'il y a une couche de terre, et puis ensuite une couche de végétation. Donc un bon isolant. Et donc ça permet la régulation du climat, ça permet aussi d'absorber l'eau qui tombe du ciel, l'eau de pluie, sans qu'elle ruisselle au sol et qu'elle soit perdue. Enfin, il y a un certain nombre d'avantages écologiques aux toitures végétales. Donc effectivement, ça serait plutôt les toitures végétales qui sont privilégiées aujourd'hui. Mais les murs végétaux, bah, quand vous avez un mur de vieille pierre qui se couvre tout, c'est un mur végétal spontané. Hein. Voilà. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, qui est grimpant, c'est pas planté directement. Mais il faut se battre pour que les murs végétalisés, les gens ne les carchérisent pas. Ah, alors il y a des gens apparemment qui carchérisent les murs végétalisés. Oui, bah il y a toujours les aficionados du propre. Et voilà, des plantes sur un trottoir, des plantes sur un mur, ça fait pas propre, donc on les enlève parce qu'on pense aussi que ça abîme. Bah non, pas forcément, non. Alors les fougères, effectivement, qui ont des rhizomes, peuvent fissurer les murs. Oui, bah on peut pas tout laisser. Hein. Une autre question? Ah. Avec le micro. Bonsoir. Est-ce que ces plantes sont étudiées d'un point de vue des composés qui sont à l'intérieur pour l'utilité qu'elles peuvent avoir ou en recherche pharmacologique ou autre? Alors ça, je ne sais pas si ces plantes locales sont étudiées en ce moment. Celles que j'ai citées, elles ont des propriétés qui sont pas non plus extraordinaires. Hein, mais alors ça, je ne sais pas. La plupart, je pense, les composés chimiques ont été décrits. Par exemple, la benoîte des villes dont j'ai parlé tout à l'heure, dans les racines, il y a un composé qui s'appelle l'eugénol et qui rappelle le girofle en fait, et qui a la même odeur que le girofle et qui aurait des propriétés un peu similaires. Alors ça, on connaît les composés chimiques, plus ou moins. Est-ce qu'il y a des études en cours pour un intérêt, une application? Je ne sais pas. Bon, ouais, allez-y. C'est sur le pissenlit, mais pas le pissenlit chez nous. Ils viennent de trouver un truc que je trouve extraordinaire parce que le pissenlit, c'est la plante la plus commune, banale. Et les Allemands viennent leur cultiver pour récupérer la latex pour faire des pneus de vélo. Ah oui, j'ai entendu ça effectivement. Donc il y a une espèce de pissenlit qui est pas le pissenlit commun ou le pissenlit officinal commun de chez nous, que des Allemands ont eu l'idée de cultiver et ils ont réussi à extraire le latex pour en faire des pneus. Voilà. Ouais, effectivement. Donc alors effectivement il y a plein d'initiatives en ce moment qui sont en train d'émerger pour retrouver des usages qui n'étaient pas connus ou qui s'étaient perdus pour compenser pour utiliser des produits locaux déjà. Et puis compenser ce qu'on peut plus faire venir d'ailleurs parfois, voilà, comme voilà. Mais voilà. Alors
Ouais, il y a la plupart, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, en raison de ces composés qui sont des substances naturelles, produits par les plantes qui ne sont pas indispensables à leur croissance, mais qui leur permettent de mieux survivre dans leur environnement. Beaucoup de plantes produisent de ces composés et beaucoup ont eu des usages. Alors beaucoup d'usages, certaines pour arrêter les saignements, pour soigner des troubles intestinaux, pour soigner des problèmes de peau aussi. On retrouve, c'est assez extraordinaire parce que quand on lit des descriptions assez poussées de plantes et qu'on va chercher des descriptions qui contiennent des usages, on s'aperçoit que la plupart des plantes de la flore française ont été utilisées à un moment donné pour telle ou telle propriété. Quand l'usage n'a pas perduré, c'est en général que la propriété n'était pas très très forte. C'est-à-dire que ça pouvait convenir en dépannage pour soulager un peu, mais rare. Celles qui sont passées à travers le filtre des années, c'est celles qui avaient les propriétés les plus avérées, et elles sont pas si nombreuses que ça. Mais surtout, ce qui est resté, c'est les plantes toxiques. Voilà, les plantes toxiques, oui. Ouais. Voilà. Mais on trouve encore aujourd'hui, on trouve des plantes qui sont décrites dans la littérature, mais dont l'usage n'était pas, les propriétés n'étaient pas connues. Et ça, c'est le travail de ce qu'on appelle les sourceurs dans l'industrie pharmacologique ou cosmétique, qui vont explorer des flores dans des pays exotiques souvent. Et puis qui essayent de. Alors on sait que les plantes, ça fonctionne par apparentement, c'est-à-dire que, les propriétés fonctionnent par apparentement, c'est-à-dire que un groupe de plantes qui sont apparentées, qui sont proches, qui ont un même ancêtre commun, ont plus de chances d'avoir les mêmes propriétés que des plantes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc on peut utiliser ce principe-là pour aller chercher des espèces apparentées à une espèce qu'on connaît déjà, dont on connaît les propriétés. Voilà. Les solanacées, voilà. Et les apocinacées, avec la pervenche de Madagascar, voilà. Et puis les papaveracées avec tous les alcaloïdes, l'opium, dont les propriétés sont encore aujourd'hui mises à profit. Voilà. Donc on n'a pas fini quand même d'explorer les propriétés des plantes. Et je suis sûre d'ailleurs qu'on trouverait des propriétés dans la flore européenne. J'avais essayé de monter un projet comme ça à un moment donné, puis j'ai laissé tomber, j'avais pas le temps, mais j'ai dit faire un répertoire des propriétés cosmétiques de la flore française, voilà, et qui peut-être sont pas si explorées que ça. Toujours à faire. Ah, d'accord, à l'école de botanique. Donc, il y a apparemment au Jardin des plantes de Paris, il y a des plates. Bon, alors ça fait longtemps que j'ai pas été, mais il y a des. Voilà. Les jardins botaniques, c'était toujours par famille, machin. Et donc là, ils ont fait maintenant, par exemple, des plats avec les grands, les usages. D'accord. Donc, au Jardin des plantes, il y a pas seulement les usages, pas seulement les usages, mais aussi les propriétés chimiques, les polyphénols ou les choses comme ça, quoi. D'accord. Ça, je savais pas. Ça doit être nouveau parce que j'ai pas été ça doit faire 5-6 ans quand même. D'accord. Merci pour l'info. Alors, si les usages vous intéressent, avec l'association Tela Botanica prépare un nouveau MOOC botanique sur les plantes et leurs usages, qui sera diffusé à partir du mois de mai, en mai et juin 2023. Voilà, donc il y aura 5 séquences avec un aperçu des différents usages, et on va aborder les familles des plantes, les familles botaniques, au travers des usages. Donc il y a
les plantes qu'on utilise pour manger, les plantes qu'on utilise pour se soigner, pour construire une maison, pour s'habiller, et puis pour se faire plaisir aussi. Et elles sont nombreuses. C'est la Botanica, depuis qu'ils ont commencé, ils ont quand même fait énormément de choses. Et je trouve que moi j'étais un peu avec le début, avec aussi. Ça va pas du tout. Oui, et donc j'ai suivi toute l'évolution et je trouve que grâce à ça, parce que moi je peux dire un truc, c'est qu'il y a 12 ans quand j'ai commencé, il y avait plus du tout d'enseignement vraiment botanique. Ah si, il y en a encore. Non, mais oui, il y a 12 ans, il y en avait presque plus. Oh, il y en a toujours eu dans mon université. On a maintenu oui. Voilà. Oui, non, À non, Strasbourg, à mais Montpellier, parce à que, Toulouse, à Rennes. mais enfin, parce que les pharmaciens, moi je suis pharmacien de formation. De mon temps, il y avait une très grande formation botanique. Et en fin de compte, moi j'ai un fils qui est pharmacien aussi. 40 ans après, il y avait presque plus de formation de botanique. Ça c'est vrai, oui. Donc c'est pour ça que je suis très contente qu'il y ait un renouveau avec autant de gens qui s'intéressent maintenant à la botanique. Ah oui. Voilà. On est nombreux. Voilà, On est nombreux. donc c'est bien.